Ta-na-na-na. Salut tout le monde. Salut, bonsoir, bonjour, salut à tous. Bienvenue dans cet épisode numéro 123 de Bits 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est parfait, t'as vu ça un peu? Non, juste La chorégraphie, on peut se la faire et tout, c'est génial. Ouais. Je suis Christophe et ce soir, je suis accompagné de Pierre. Voilà, ça fait C'est longtemps qu'on s'est pas croisé sur un Ouais. tournage d'épisode. Ça fait bien plaisir. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu dans Beats. C'est vrai, En même temps. ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, Ça c'est paraît les logique. vacances, tout ça. Y a pas d'enfants, c'est ça? C'est ça, ils sont chez les grands-parents. Et voilà, donc C'est plus facile. simple. Du coup, t'es plus libre. C'est plus génial. Et du coup, ce soir, on a pas mal d'actu et c'est encore une fois très divers et varié. On a vraiment de tout. On a du service dans les smartphones, du service chez les GAFAM, on a de l'armée. Tadadam, ça fait peur. Du On a militaire. des failles de sécurité, des engins de mobilité électrique. Et on va même parler de quantique. Waouh, c'est génial. On va parler de Free aussi. Et voilà, on revient les pieds sur terre un petit peu. Allez, je te propose de commencer d'emblée avec un truc bien terre à terre. Une annonce de Google qui a rajouté au sein de son service Maps. Ah, c'est pas mal le smiley, t'as vu? Ouais, c'est la cycliste, ça. C'est ça, c'est le smiley Ouais. la cycliste. C'est l'UTF-32 qui passe pas bien partout. C'est pas mal. Bon, on va le laisser comme ça, c'est rigolo. Donc Google Maps qui a rajouté une layer supplémentaire dans tout ce qu'il propose à afficher dans ses interfaces, puisque maintenant ils vont être capables d'afficher les stations de vélo en libre service avec, en plus, les vélos disponibles. Ouais, Et ça, du c'est coup, bon, ça. aussi les places libres. Oui, Voilà. parce qu'en fait, la plupart des données sont en open data maintenant. Et voilà, alors ça va pas être dans toutes les villes et tous les pays au lancement, donc là voilà, ça va aller super vite. Ouais. Tu vois, tu peux défiler entre les Ah ouais, c'est pas mal, ça. différentes stations, ouais c'est pas mal, du coup Mm. tu dis juste je veux un vélo, et en fait tu défiles en bas, et il te repositionne avec les différents points, donc ça c'est bien fait. Bah, c'est vachement pratique parce que t'es dans la rue, tu sors ton téléphone, j'ai besoin d'un vélo, et bim, quoi. Et voilà, et du coup il se place en intermédiaire à la place des applis de ces différents services, et surtout ils agrègent en fait les différents services, donc ils sont un cran au-dessus, et après j'imagine qu'ils vont se prendre une commission s'ils t'envoient vers un truc, enfin Tu crois? c'est bien pensé leur système. Voilà. Est-ce que tu crois? Alors ils vont le lancer dans 24 villes et 16 pays différents, c'est pas mal. Hein. Et en France, pour le moment, il y aura que Lyon. Voilà, il commence par Lyon, c'est bizarre. Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas Paris? Je sais pas. Donc j'ai pas compris pourquoi, mais Ouais, ouais. les nouveaux services, souvent, ils essayent de pas faire les plus grosses villes des pays. Je pense qu'ils font un peu du bêta testing. Ils Ils rodent- essuient un peu les plâtres. Ils rodent les serveurs, tu veux dire, c'est ça? Ouais, pour pas que tout s'effondre d'un coup. Parce que Lyon, on nous dit, c'est la première ville à avoir proposé des véloves. D'accord, Ah ouais. peut-être. Bon, peut-être ils sont précurseurs et du coup ils vont précurser Ah bah oui. là aussi là-dessus. Voilà, l'interface intégrée Peut-être. au sein de Maps. C'est vrai qu'avant les Vélib de Paris, il y avait d'autres villes. Et je crois me souvenir que Lyon, effectivement, en proposait. Lyon était en priorité devant. Ah, peut-être, Mhm. d'accord, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Et oui, on nous dit effectivement, donc ça c'est la contre-news, qu'en parallèle, Waze va afficher maintenant les informations de péage et vont te Ouais. permettre de, quand tu planifies ton trajet, de te dire combien ça va te coûter en plus. Reste à C'est- savoir si Vinci va leur filer les augmentations de tarifs à chaque fois. C'est ça, Parce que bon. c'est pas trop tôt quoi. Moi je me rappelle, Ouais. il y a plus de 10 ans, je crois, tu faisais tes trajets, Mhm. quand on faisait des déplacements, avec Mappy. Ouais. Parce que c'était Et le seul qui te calculait les péages. Mappy calculait les péages. Ouais. Exactement. Il calculait le prix de l'essence. Carrément. Et depuis, Kilomètre par kilomètre. il y avait rien de plus qui remplaçait ça. Non. Donc là, il met du temps à arriver Waze avec ce service. Et après, je suis assez étonné qu'ils continuent à rajouter des services dans Waze, tu vois. Parce que petit à petit, ils étaient en train de greffer tout ce qu'il y avait de Waze dans Maps, Mm. notamment les infos trafic temps réel, les signalisations des dangers, etc. Et là, maintenant, bah, ils continuent à rajouter des trucs dans Waze. Donc bon. C'est peut-être une façon de pas tuer la marque non plus, quoi. Une façon de continuer à faire en sorte que les gens aient les deux. Ah ouais. Ou Ouais. au moins l'un des deux, suivant leur centre d'intérêt, quoi. Je sais pas. Ouais, enfin, c'est vrai que j'utilise les deux en fait. Bah ouais, moi et aussi. Waze, c'est le réflexe dans la voiture. Et Maps, c'est après, en dehors de la voiture. Ouais, c'est ça. C'est marrant. Maps, c'est la planification, et Waze, c'est le pendant, quoi. Ouais, c'est ça. Le je veux pas de bouchon. Mais l'interface est quand même vachement mieux pensée, je trouve, pour la voiture, et l'aspect signalisation est vachement pratique. Voilà, petite nouveauté dans Maps. Oui, Via Michelin faisait ça aussi. Via Michelin, c'est vrai. Oh purée, je l'avais oublié, lui. Mais il est mort, lui. Il est tarifs. décédé, lui, Via Michelin. Mais non, je crois qu'il vit toujours, et c'est juste qu'il a pas été updaté depuis 15 ou 20 ans, je crois. Donc il fonctionne encore sur IE6, c'est ça? Ouais, il y a des chances. Il y a des chances. C'est parfait. Merveilleux. On t'aime, IE, c'est parfait. Allez, on passe de vélo aux avions. Voilà, et cette fois, il n'y a pas un fail d'emoji, c'est parfait. Ah. Puisque on va parler de Flight Simulator, ah là là, et de chambre d'hôtel. Quel Pourquoi combo improbable. Voilà, donc c'est un hôtel, le Haneda Excel Hotel Tokyo, donc qui est à Tokyo évidemment au Japon, qui a créé une chambre dans laquelle tu as un cockpit entièrement reproduit de Boeing 737-800. Voilà, ça donne à peu près Pourquoi ça. pas Pourquoi pas, hein? Parce que on pouvait le faire.
C'est bon. Et le truc est entièrement fonctionnel. Donc ils ont branché derrière un simulateur de vol. Donc c'est pas précisé dans le détail, mais ça ressemble énormément à du Flight Simulator. Ouais. Donc tu vas retrouver tout le cockpit fonctionnel avec les commandes et tous les afficheurs. T'as vu les trucs en bas avec l'afficheur de l'assiette et tout ça. Donc c'est pas juste du gadget ou des trucs qui clignotent, c'est vraiment branché sur le simulateur. C'est vraiment terrible. Mais je sais que, enfin, moi je me souviens, j'avais un ami qui faisait du Flight Simulator. Il était dans une espèce d'énorme communauté. Il y a des fous furieux du Flight Simulator. Alors, il y a des mecs qui vont se connecter aux vrais aiguilleurs du ciel qui surveillent les avions et qui simulent dans Flight Simulator enfin, les mecs sont complètement... Alors justement, tu crois à fond. Tu crois pas si bien dire, puisque le simulateur est connecté à l'aéroport, donc le Tokyo Haneda qui est juste à côté, Excellent. pour avoir le Air Traffic Control en temps réel. Donc t'as parce que tout ça c'est ouvert, c'est des données sur lesquelles tu peux récupérer par onde radio, donc tu peux récupérer le trafic et les discussions avec la tour de contrôle. Et donc c'est intégré dans le simulateur. Effectivement, il y a déjà 10 ans, 15 ans même plus que ça, Flight Simulator le faisait déjà, le proposait tout ça. Et il y avait un groupe sur Bordeaux que je connaissais. J'en ai fait beaucoup de Flight Simulator quand j'étais petit. Ouais, vraiment beaucoup. Et je faisais des traversées de l'Atlantique, tu vois, mais en temps réel. Ouais. En autopilote. Et il y avait un groupe sur Bordeaux qui s'occupait de la maintenance d'avions, en fait, et de la restauration d'avions. Et justement, ils recréaient des cockpits comme ça. Donc avec des vrais instruments de bord, avec des vraies manettes, des vraies commandes. Et ils branchaient ça sur les Flight Simulator avec le port parallèle, tu sais, le port imprimante à l'époque, un truc de malade. Donc c'était déjà possible. Donc je pense qu'ils ont, c'est une évolution de ça qu'ils ont intégré là-dedans. Tiens, j'ai d'autres images pour te montrer la beauté du truc avec les éclairages et tous les vols dans le ciel. T'as un peu le mode ambilight, tu vois. T'as le bleu crack, ça s'allume au sein du truc. C'est quand même hyper bien fait. Alors t'as Alain M qui dit s'il y a du Flight Simulator, il faut pas une chambre double, madame reste à la maison. Je sais pas si t'as vu, mais il y a 2 lits. Il y a 2 lits simples, c'est pas une chambre double. Voilà, 2 lits séparés. C'est une twin. Du coup, je pense que, et comme il y a il y a pilote et copilote, il y a les 2 places. Je pense que c'est fait exprès, au contraire, pour que 2 passionnés puissent, bon, après c'est un peu, ça dépend de la relation que t'as avec tes amis, ou si ta femme est copilote dans Flight Simulator, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tiens, et t'as une belle vue là, t'es magnifique. T'as vu comme tu vois la vue de la piste et tout ça, c'est juste magnifique. Alors, le prix de la chambre, c'est autour de $230, donc quand même, faut pour une nuit. Hein. Ouais. Donc faut en vouloir. Et sinon, t'as un truc intéressant qu'ils font, c'est qu'ils te proposent de prendre un cours, donc une séance de cours de 90 minutes, pour $277. Quand même, c'est assez cher. Mais bon. Mais vu la tronche plus cher que la chambre. Vu la tronche du simulateur, ouais, mais là t'as un instructeur avec toi en fait. Ouais. T'as un véritable instructeur qui vient. Ouais, voilà. Et bon, je fais le parallèle avec une autre news en fait de chez Microsoft, puisqu'ils ont annoncé qu'ils allaient relancer justement la licence Flight Simulator et qu'ils allaient travailler sur un nouvel opus. Ah, il serait temps. Il serait temps. Mais j'ai plus le temps d'y passer tout le temps que je passais avant dessus, c'est tellement dommage. Puis il va falloir que tu te rachètes un joystick. Ouais, puis et pas qu'un, t'as plein de manettes différentes et ouais, tout ça. C'est clair. Les manettes de gaz, le machin, les trucs. Et il me faudra un PC de gamer pour jouer dessus. Ouais. Ah oui, il y a des chances. Et voilà. Tout à fait. Allez, on enchaîne, on va parler un peu plus grosse news, plutôt news groupée, parce qu'on va parler de l'armée du futur. C'est un condensat de plein de news différentes qui se sont regroupées là-dedans. L'actualité s'est télescopée là-dessus. Alors la première des actus là-dedans, c'est l'armée américaine qui a annoncé qu'ils allaient tester des robots de combat robotisés, des véhicules de combat, pardon, robotisés, dès l'année prochaine. Voilà, donc des RCV, donc Robotic Combat Vehicle. Ouais, et voilà. C'est des voitures autonomes avec un flingue dessus, quoi. Alors, c'est un peu ça, mais en fait, ils ont fait le chemin inverse, donc ils ont pas pris des Tesla qu'ils ont équipés de bras qui tirent. Ce serait un peu con. Ils ont fait l'inverse, ils ont pris des véhicules armés existantes qu'ils ont équipés pour ajouter des trucs autonomes dessus. Donc en fait, il y a 2 véhicules là, qui sont présentés, ils vont travailler de pair. Donc il y en a un qui sert de command center, donc dans lequel tu auras globalement le cerveau et qui va coordonner les autres. Ouais. Et les autres, donc c'est les fameux RCV, qui sont en fait des véhicules de transport de troupes qu'ils ont recyclés en véhicules autonomes. Parce que t'as un peu de place dedans, qu'ils ont mis au taquet de matos de trucs, t'as des tourelles avec les caméras et tout ça. Et voilà. Alors c'est pas réellement des véhicules de combat destinés à aller sur le terrain, en temps de guerre actuellement. C'est plutôt des protos qui mettent en place pour tester les cas d'usage en fait, et les interactions que tu vas avoir avec les soldats sur le terrain et tout ça. Donc ils savent pas trop en fait ce qu'ils vont faire en termes de véhicules robotiques, ils savent qu'ils veulent en faire,
mais ils expérimentent pour savoir comment ce serait la meilleure approche pour construire une plateforme de véhicules robotisés. Donc ils vont faire des sorties, donc des simulations avec ces différents véhicules. Il y a ils partent avec sur un command center et 4 je crois RCV à côté, et puis une troupe pour aller sur le terrain pour simuler un peu un combat, puis voir comment ça se passe. Ils vont regarder un petit peu les interactions avec les personnes, et puis entre les robots. Bon, pourquoi pas. Après, vu Boston Dynamics bossait à la base, son premier robot, c'était quand même pour du transport matériel militaire. Ouais. Donc ça me paraît pas déconnant de faire en sorte que le robot soit remplacé par un véhicule, puisqu'il portera beaucoup plus de charge, beaucoup plus de choses. Alors, il n'y a pas que du transport de charge. Hein. Il y a vraiment aussi, ils veulent aller jusqu'à être capable jusqu'au tank, des trucs ouais, comme ça. Ils veulent jusqu'à intervenir, donc il y a du tir, mais il y a aussi pas mal de prise de données, de collecte. Ouais. Voilà, et ça va recouper la suite de la news derrière. Ouais. Alors, cette annonce-là, elle fait suite aussi à un autre truc qui s'est passé en mai, puisqu'en mai, ils avaient lancé, attends, je vais enlever ça, ils avaient lancé une compétition pour que des équipes, en fait, viennent proposer des propres robots de combat, des véhicules de combat robotisés, avec différentes approches qui mettaient en contradiction. Donc, tu avais 6 équipes, en fait, qui se sont affrontées avec 8 robots différents. Alors, ils ne sont pas affrontés réellement, ils ne sont pas tapés sur la gueule. Hein. Ils ont juste présenté leur projet, si tu veux, c'était une compétition pour montrer le plus gros projet. Un peu une Robocup, mais des véhicules militaires. C'est exactement ça, voilà. Et voilà, donc tu avais différents robots comme ça, et différentes approches. Donc tu vois encore c'est des tanks un petit peu robotisés, des trucs, machin. Et encore une fois, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils ont fait une démo, où ils ont fait venir des gens, tu vois, c'est un peu du... comment t'appelles ça c'est un hackathon, tu vois, version de l'armée. Tu veux dire des gens qui ont plein d'idées, tu leur dis, allez-y, montrez-nous ce que vous avez fait, et puis après on récupérera la quintessence de tout ça pour faire notre propre plateforme derrière. C'est un peu ce qui s'est passé, ils ont fait des démos, et pour explorer encore une fois les usages, les meilleures approches pour développer leur plateforme du futur. Donc ils sont vraiment dans l'exploration actuellement de ce qu'ils pourront en faire. Voilà. C'est les hackers qui vont être contents. Mais... Oh, que ça va être rigolo à hacker, ça. Ah, mais alors là, on va rentrer dans une guerre robotique où effectivement... Ah, ça va être génial. Mais t'as déjà toute cette guerre électronique au niveau de l'informatique. Ouais. Mais t'as déjà aussi de la guerre électronique au niveau de tout ce qui est aviation, où t'as des mesures et contre-mesures depuis très longtemps. Oui. Mais là, tu passes à un capot dessus. C'est-à-dire que là, tu prends complètement contrôle de toute la machine. Ah bah là, ils ont intérêt à sérieusement sécuriser le bousin, quoi. Parce que si jamais si jamais le mot de passe c'est admin et que le wifi est ouvert, ça va faire très mal. Voilà, donc on en parlera après plus tard, mais je suis pas sûr qu'ils soient équipés d'équipements Huawei par exemple, tu vois. Voilà. C'est en prévision de la prochaine news. Spoiler de la prochaine news. Et alors, deuxième news en parallèle de ça, toujours dans le contexte de l'armée, c'est le défilé du 14 juillet en France. Donc, qui est passé il y a quelques jours, et on a vu des trucs assez exceptionnels pour un défilé. D'habitude, tu vois des gens sur des chevaux et des tanks et des machins, et là, t'as vu des trucs un peu différents. T'as vu des drones comme ça, donc des vrais drones de l'armée. Donc ça, c'est un... C'est un drone personnel. C'est un Black Hornet. Non, c'est un vrai drone de l'armée, donc ça ressemble à un tout petit... Oui, c'est des trucs de petits, enfin, personnel dans le sens... 33 grammes, 16 cm. Ouais, d'accord. Voilà, donc c'est vraiment minuscule, et c'est surtout un drone qui est conçu pour être ultra silencieux. Et pourquoi ? Parce que c'est un drone qui sert à la perception de la situation. Donc en gros, c'est un truc qu'ils envoient, c'est un moustique qui vient espionner ce qui se passe sur le terrain un peu plus loin. Bah, avec genre, t'es planqué derrière un mur, tu fais lever le truc au-dessus du mur, tu vois ce qu'il y a derrière le mur. Exactement, c'est ça. Merci pour le prime. Merci Walt SGDB. Et un autre truc qu'ils ont montré, c'était le Colossus, tu vois, un petit robot comme ça. Alors ça ressemble au robot que t'envoies, tu sais, dans les centrales nucléaires et tout. Mais une intervention. Ouais, c'est pas la même plateforme. Alors il est rouge, je te laisse deviner à quoi il sert. Éteindre le feu. Bravo, magnifique. C'est ça, c'est pour assister les pompiers. Donc c'est pour aller au plus près du contact du feu. Voilà, donc c'est marrant de le montrer dans le contexte de je crois qu'ils l'ont déployé, enfin de ce que j'avais vu à l'époque, pour l'incendie de Notre-Dame, ils avaient déployé un Colossus, mais je crois qu'ils s'en sont pas servis. C'est ce que disait Nico Poppy dans la chatroom, effectivement, la même chose. Donc ils l'ont encore montré, ils ont fait un défilé là-dessus. Et un autre truc encore plus surprenant qui s'est passé, il y a eu notre ami Frankie Zapata. Alors c'est ce monsieur-là qui fait du overboard, flyboard, machin bidule, qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, dont on a déjà parlé dans Bits. Mais en fait, il s'est pointé pendant le défilé. Avec un flingue. Déguisé, voilà, en soldat sur le truc. Déguisé avec un flingue, voilà, donc tu retrouves le même système. Donc il est passé au-dessus du défilé comme ça, avec un magnifique M16 dans les mains. Alors rassurez-vous, c'est une réplique. Alors déjà c'est un M16, les militaires français n'en utilisent pas. Non, tout à fait. Plus, il n'y a pas de chargeur. Et puis surtout c'est une réplique Airsoft. Ouais, bah oui. Voilà. J'imagine que le gars s'est pas pointé avec un vrai flingue au-dessus de la foule. Mais là,
pourquoi faire, tu vois, avec la propos sur le Ouais, casque et tout ça. Pourquoi faire? C'est vraiment pour faire le show. Hein. Alors, c'est clair. C'est du marketing. c'est un coup de com. C'est du Donc, marketing militaire. clairement, c'était un défilé pour mettre en avant en fait des savoir-faire et des compétences de l'armée française. Et il y a des choses qui se passent derrière. C'est aussi, ça sert à plein de choses. Ça sert à la fois à montrer aux autres ce qu'on a. Donc, veut dire, t'as vu, c'est moi qui ai le plus gros truc. Ouais. T'as vu, on est super fort, on a des trucs hyper innovants. Et en même temps, ça sert aussi à faire mettre en avant son savoir-faire pour aller vendre ça à l'étranger. Oui. Puisque c'est là où tu vends beaucoup de matos à l'étranger, hein. Notamment. Oui, tous mais ces alors trucs-là. un gus sur un skate volant Alors, qui fait ça, en fait, qui est connu pour ça, et tu sais que c'est lui, c'est pas un soldat ou quoi que ce soit. Ça ressemble vraiment à. Moi, ça me fait penser aux babes dans les trucs de bagnole. Ouais. Tu sais, les nanas qui s'allongent sur les voitures, qui sont en bikini hyper moulant, machin, etc. Je trouve que c'est le même type d'opération. C'est regarde mon armée comme elle est jolie. Bah, ouais, c'est un peu ça. C'est une démo technique, mais Ok. c'est aussi une présentation commerciale. Et puis c'est super. Enfin, ce qu'il fait, lui, bon, c'est un professionnel entraîné, mais c'est super dangereux déjà Ah non, de mais base. c'est hyper chaud à piloter ce truc-là. Hein. C'est hyper chaud à piloter. Et puis surtout, si tu fais autre chose en même temps, tu te tues. Mais genre, tu tires, tu sais, si tu vises, non, mais tu te tues. Donc tu te votes, ouais, tu meurs. Donc ouais. Là, lui en particulier, c'était un peu improbable de le voir là. Mais voilà. Toi, ça te laisse penser à quoi tous ces trucs d'armée robotisée, des drones, des machins partout ça fait penser à plein d'œuvres de science-fiction différentes. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ça fait penser un peu à l'avènement du cyberpunk quelque part. Il y a de ça, ouais. Tu peux penser à Terminator aussi, ouais. Ouais, tu peux penser à plein de choses, à Robocop, tu peux penser à... Robocop, oh la vache, mais oui. Ah bah oui, mais tu peux penser... Enfin, ça a été cité tout à l'heure dans la chatroom. Tu peux penser à... à quoi ça me fait penser? Le coup des véhicules tout à l'heure, ça me fait penser un peu à Starship Troopers. Il y avait des trucs... Ah oui, c'est vrai, carrément. Je crois qu'il y a des trucs de transport de troupes. C'était génial, Starship Troopers. mais- Maintenant, il faut qu'on trouve des races d'araignées extraterrestres, des Exactement. arachnides, Des arachnides. pour utiliser ça, sinon ça servira à rien quand même. Voilà. Ouais. Ça fait à la fois rêver et à la fois peur, je trouve, parce que t'as le progrès technologique, t'as la mise en place de tout ça, et à la fois peur parce que tu te dis, mais ça va déshumaniser tout ce truc-là. Alors déjà que c'est compliqué, mais le truc, tu vas aller envoyer tuer, et puis voilà. Il y avait, où c'est que j'ai vu ça? Je sais pas si c'était une série où le mec était pilote de drone en fait, à distance, et il bombardait en fait, il était devenu complètement taré le mec. Ouais. Parce que, alors ça existe actuellement, t'as des drones pilotés à distance, donc les mecs ils sont sur le sol américain, ils envoient des drones à l'autre bout de la Ouais. planète, ils bombardent des gens, des villages, des trucs, Mm. et puis en fait, ils débauchent, ils vont chez eux tranquilles, tout va bien quoi, ils sont pas allés vraiment sur le terrain de guerre. Bah oui. Et t'as une véritable dissociation entre ce qu'ils ont fait réellement, l'action de tuer, etc., de bombarder, et leur quotidien qui est complètement pépère, quoi, ils sont complètement protégés. Mm. Donc tu vas retrouver un peu de ça quand même. Ouais. Mais il y avait aussi la fausse vidéo qui avait été montée comme une keynote d'un truc de robotique et où le mec il sortait un tout petit drone qui était fait qui avait une charge et une balle et qui était fait pour attaquer de One façon shot. autonome les méchants. Waouh. Et c'était un truc pour dénoncer le fait que justement les armes autonomes c'est quelque chose qu'il faut qu'on combatte entre guillemets parce que ça va forcément dériver à un moment ou à un autre. Et du coup, t'avais toute la keynote, t'avais le mec, il balançait son drone dans la salle, le truc faisait un tour, Ouais. et il revenait vers une cible, et en fait, le machin il arrivait au niveau de la tête, et il tirait la balle à bout portant, dans le crâne, quoi. Et bon, la vidéo se termine par des gars qui ont chopé des drones comme ça, et qui attaquent une université, en fait, et ils balancent les drones sur l'université, et tous les étudiants se font décimer, et ça devient le bazar. Mais ouais, c'était un montage, enfin c'était une fausse vidéo pour cette association qui veut éviter le fait qu'on crée des armes autonomes et qu'on fasse des recherches sur les armes autonomes. C'est un peu loupé. Ouais. Je pense que de toute façon, Bon, ils sont en train d'explorer, mais oui, effectivement, tu peux craindre tout ce genre de dérive-là. Ouais. Bref. Et du coup, ça, c'était le 14 juillet. La veille du 14 juillet, transition toute trouvée. Parfait. Notre président de la République a fait un discours aux armées, parce que le 13 juillet, il fait toujours un discours aux armées, en amont du 14 juillet, dans lequel il a solennellement déclaré qu'il allait créer un grand commandement de l'espace. Oh. Alors quand t'entends grand commandement de l'espace, moi,
personnellement, quand j'ai entendu ça pour la première fois, je me suis dit, c'est une blague. C'est un truc, c'est un mec qui On est le 1er avril. Je sais pas, bon. grand commandement de l'espace, ça fait un peu les trucs de Musclor, tu sais, les trucs. Je sais pas, c'est bizarre. Je trouve ça bizarre comme annonce, mais si, je suis allé voir la vidéo, je suis allé voir le discours et effectivement, il a annoncé la création d'un grand commandement de l'espace en septembre prochain au sein de l'armée de l'air, pour notamment mieux protéger les satellites, y compris de manière active. Alors là, t'as la phrase qui tue. La phrase active. Qui tue, quoi. De manière active. Sachant que Florence Parly, qui est la ministre des Armées, en avril 2019 sur Radio Classique, elle a précisé que, dans une phrase, elle disait « Nous ne nous interdisons pas d'avoir une stratégie plus offensive », en parlant de l'espace. Ah, tu te dis, ok, alors il nous prépare un truc, bon. La guerre spatiale arrive. Voilà, ça va être gentil. Étoiles. Ça me dit quelque chose quand même. Ouais, ça va être très gentil. Alors Numérama a fait un papier dessus hier, il me semble, ou même aujourd'hui, histoire que... Ça n'a aucun sens si vous regardez ça en replay. Hein, mais... Ouais. Mais en fait, l'annonce a eu lieu le samedi, le 13 juillet. Du coup, la poussière est un peu retombée et Numérama a contacté Cyril Duvivier, qui est le porte-parole de l'armée de l'air, pour avoir un peu plus d'infos. Et en fait, le mec, il leur a déclaré tout un tas de trucs, et si tu lis entre les lignes, en fait, il dit un peu la même chose, malheureusement, à savoir que toutes les grandes puissances mondiales sont en train de s'équiper pour la guerre spatiale, et on va faire pareil. Fais comme le copain, parce qu'il le fait, alors on le fait aussi. Hein, parce que tu sais, on reparle de tout à l'heure, tu disais, il faut montrer que toi t'es beau, t'as la plus grosse, machin, etc. De dissuasion. Exactement. Donc notre président qui a fait même un tweet en disant un grand commandement de l'espace sera créé en septembre prochain au sein de l'armée de l'air. Celle-ci deviendra à terme l'armée de l'air et de l'espace. Terre, mer, espace. Ouais, changement de désignation même de l'armée de l'air. Bon, pourquoi pas. Parce que ça va coûter un pognon de dingue. Ah, mais je pense que oui. Enfin, le spatial, forcément. Le spatial, ça coûte une fortune, c'est sûr et certain. Ce que disait le porte-parole de l'armée de l'air, c'est que, bien sûr, on ne fait pas tout ça pour agresser les copains d'en face, mais juste pour se défendre, pour être en mesure de prévenir une agression. On parlait tout à l'heure du système Galileo, qui est le GPS européen, qui est mort depuis 4 jours, on sait pas trop pourquoi. Il est en PLS, ça. Le truc ne fonctionne plus. Alors peut-être qu'il était équipé de routeurs Huawei. Est-ce que le machin s'est fait dézinguer ou pas? On ne sait pas. Mais j'imagine que comme on disait, tout ça se télescope un peu. On ne sait pas encore trop. On n'a pas même beaucoup trop d'infos sur le fameux grand commandement de l'espace. Sachant qu'il existait déjà un commandement interarmé de l'espace, je sais plus quoi. En fait, le spatial était déjà couvert par l'armée, mais par les différentes armées. Et en fait, ce que la ministre des armées a proposé, c'est qu'il y ait un seul commandement pour les contrôler tous, entre guillemets. Enfin, c'est un peu l'anneau unique. Parce que t'imagines, t'as l'armée de terre spatiale. Oui. Ils peuvent agir que sur la Lune, mais avant d'y aller, ils sont gérés par l'armée de l'air. Et l'armée de Mars, on n'en parle même pas. Mais du coup le mouvement, j'imagine, juste de création du truc, c'est juste unifier ce qui existe déjà. C'est pas on va faire un méga programme de fou, machin, etc. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent l'ONERA, c'est un laboratoire français de recherche sur l'aérospatiale, qui est militaire. Forcément, non, il pourrait être indépendant, mais en tout cas celui-ci est militaire. Ils sont en train de développer un laser incapacitant. Donc le but, c'est de pas faire exploser des satellites, pas comme l'Inde qui est en train qui a fait récemment la démonstration de l'explosion d'un satellite. Ça, on sait le faire depuis longtemps avec Ariane, on le fait aussi. Oui, mais on fait exploser les satellites au décollage, non. Quand ils sont en l'air, on peut pas. Et du coup, ils font un laser incapacitant. Le but, c'est juste de le bloquer. C'est-à-dire que tu balances ton laser dessus et tu bloques les communications du satellite, quoi. Ah, c'est pas mal, ça. C'est moins violent, en tout cas. C'est moins violent, ça fait moins de débris spatiaux. C'est peut-être un peu mieux, quoi.
Mais voilà. Donc leur but c'est vraiment de bloquer la mission du satellite. Mais ce que disait Duvivier, c'est que ils bossent aussi sur d'autres stratégies comme ce qu'ils appellent les satellites garde du corps. C'est un satellite qui est censé rester pas loin d'un autre satellite et le protéger en cas d'attaque. C'est ce qui se passait dans le Blazing Chrome, dans le stream qu'on a fait juste avant en fait, sur le jeu, voilà. Ça marchait pas bien. Mais bon. Du coup, voilà. Du coup, je pense que cette annonce, elle a fait couler beaucoup d'encre. Ça fait un peu peur, entre guillemets. Derrière, si j'ai bien compris, c'est vraiment une unification de choses qui existaient déjà, enfin de services qui existaient déjà dans les différentes armées. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un porte-parole de l'armée de terre qui disait que le fait que ce truc existait déjà, que le truc existait dans plusieurs services des différents corps d'armée, ouais, et qu'en fait ce qui posait problème, c'est que justement il n'y avait pas de commandement unifié, il n'y avait pas de chaîne de commandement. Donc en fait voilà. Donc en fait je pense que c'était un peu le bazar, et je pense que c'est pour remédier à la situation. Bon, juste pour rappel, il existe un traité de l'espace qui a été signé en 1967. Et qui dit notamment que t'as pas le droit, les nations, personne n'a le droit d'envoyer des armes de destruction massive dans des satellites de l'espace, dans l'espace, pour pouvoir attaquer les copains avec, quoi. Donc ça c'est interdit, c'est proscrit, c'est prohibé. Je sais pas jusqu'à quel point va le traité de l'espace dans la description des armes à mettre en orbite. Ben ouais, destruction massive, tu peux faire très massif, tu peux faire très ponctuel. Voilà, mais plein de fois. Ouais, c'est compliqué tout. Ou alors tu fais piou-piou mais que dans l'espace entre toi. Là ça marche, c'est pas dans le traité. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, quoi. C'est un bon bac à sable pour s'entraîner à tirer. C'est un peu ça, ouais. Bon, après, voilà, il y a Trump qui a annoncé la Space Force. Il y a un peu une escalade par rapport à ça en ce moment. La Russie et la Chine sont en train d'annoncer aussi des trucs. Bon, ça sent un peu le sapin, moi, je trouve, quand même. Bah, c'est dommage. Quand tu mets tout bout à bout, ça sent... alors qu'on n'a même pas encore colonisé autre chose que la planète, on va être capable de se mettre de quoi pas sortir. C'est ça, en fait, c'est ce que je suis en train de me dire. On va se foutre sur la gueule avant d'être capable. On va se verrouiller avant d'être capable de se barrer, quoi. Alors que la plupart des gens en fait qui sont allés dans l'espace te disent justement qu'une fois que tu es là-haut et que tu regardes la Terre, tu as toute une autre perspective en fait sur l'humanité, sur les relations géopolitiques et tout ça. Et du coup, c'est vraiment une vision centrée sur les nations actuelles d'imaginer des trucs comme ça. C'est assez aberrant en fait. Et ça fait peur, c'est-à-dire que, enfin moi pour le coup, ça me fait peur, c'est-à-dire que de s'imaginer que des gens comme ça qui à la fois financent l'exploration spatiale et se disent bah non, faut se protéger des autres machins en utilisant l'espace pour ça et tout. Ouais. Je me dis, ils sont un peu... voilà, ils ont pas le cerveau qui est relié des deux côtés, quand même. Ouais, il nous manque une attaque extraterrestre pour unifier un peu tout ça. Exactement, voilà. On est tous des humains. Independence Day, c'est parfait, et là, tout le monde sera d'accord. C'est ça. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait de grosses conséquences dans l'immédiat, c'est plus des effets d'annonce. Hein, ouais, j'espère. J'ai l'impression qu'ils sont tous en train de faire des espèces de passages en disant ouais, c'est moi qui ai les plus gros muscles, machin. Ils jouent des épaules, ouais. Mais derrière, ça fait pchit parce que ça fait longtemps qu'ils l'ont dit, c'est ce que tu dis, ils sont déjà équipés au niveau de l'armée, mais derrière... Bref. Bon, on revient les pieds sur terre. Ouais. Allez, puisqu'on vous l'a teasé pendant tout le début de cet épisode, on va parler de Huawei. Huawei. Il faut dire Huawei. Le Huawei. Alors Huawei, en fait, ils sont tellement les pieds sur terre qu'en fait, ils les mettent même sous le tapis leur caca, puisque il y a eu une étude d'une société qui s'appelle Finite State, voilà, qui est une société de sécurité autour des objets, l'internet des objets, voilà, les objets connectés, qui a réalisé toute une étude assez large d'ailleurs sur les équipements et les firmware de chez Huawei, et ils ont pondu un bon gros rapport là-dessus avec des trucs qui font vachement peur quand même. Alors ils ont analysé donc 1,5 million de fichiers au global, donc ils ont jeté plein de chiffres avec 9936 firmware différents, des anciens, des nouveaux, enfin tout un historique de firmware différents, et pour un total de 558 produits. Voilà, donc tu 980, t'as 10 000 firmware pour 500 produits, tu vois à peu près 20 versions de firmware par produit, donc ils ont pu voir un peu l'évolution de tout ça. Alors leur conclusion derrière tout ça, puisqu'on va passer directement aux conclusions et après on va regarder un petit peu ça en détail. Ils font mal. Ils ont vu grosso modo, alors on va pas rentrer tout dans le détail, mais ils ont vu que il y avait en gros sur l'ensemble des firmware analysés, 55% des firmware qui étaient sujets à des backdoors possibles. Voilà. Donc des backdoors possibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a 29% par exemple qui avaient des user et mot de passe qui étaient par défaut inscrits et lisibles dans le firmware.
Ouais. Donc tu ouvres le firmware, tu as une liste de fichiers, tu vois, admin, password. Crac, c'est bon, c'est ça que je peux utiliser, et c'est le mot de passe par défaut, du coup tu pouvais le détecter, l'analyser par défaut. Pourquoi pas? Propre. La chaîne de caractères même pas sécurisée dedans, voilà. 76 firmware, donc là il n'y en a pas beaucoup, mais qui avait l'accès root codé en dur dedans. Donc le mot de passe, pour root, c'est password, Nickel. et ça changera pas, nickel. Donc facile, lisible, ouvert, tout va bien. Et 424 firmware où tu avais les clés SSH, pareil, donc même niveau pour se connecter en manière sécurisée dessus, qui était parfaitement lisible dedans, donc pas sécurisé. Propre. Alors pourquoi mettre du SSH à ce moment-là? Ça sert à rien. On Voilà. peut mettre du HTTP. C'est exactement ça. Et après, donc de manière plus large, il y avait beaucoup de failles publiques en fait qui étaient non corrigées. Donc là, on est plus dans le détail de l'implémentation. Et alors ça, c'est surtout autour de l'intégration de composants tiers, parce que Huawei sur ces firmware, comme plein d'autres gens en fait, se repose sur des bibliothèques tierces, des composants tiers développés Oui. par d'autres gens qui ont eux-mêmes leurs propres failles, mais qui gèrent leur sécurité et mettent à jour en fait ces composants-là. Ben en fait, ils utilisaient des vieilles versions de trucs qui avaient du coup des failles. Donc il y avait 8826 failles à peu près, d'un niveau de sévérité 10 sur 10. Hein, Ah ouais, quand même. CVS, donc c'est les trucs genre escalade de privilèges, accès route, etc. Ah oui, donc les trucs, très propre. ça va. Voilà. Et La magie des frameworks. et alors il y a un exemple, ouais, Secure by Design, c'est exactement ça, bip to bip. Et il y a un device en particulier là-dedans qui est sorti du lot, puisqu'il y a 1419 failles connues recensées dans la dernière version de son firmware. Voilà. Et c'est quel device? Ils le disent pas. Alors, dommage. les devices qu'ils ont analysés, c'est surtout des équipements réseau. Donc, oui. des routeurs, des switches, tous ces trucs-là. Oui, les trucs, enfin, c'est pas très utile que ce soit sécurisé, quoi. Non, c'est pas grave. Ça sert à rien. Mon Dieu. Et plus globalement, indépendamment de toutes ces failles-là, il y avait pas mal de mauvaises pratiques de dev, notamment sur un truc qu'on va détailler ici, qui est l'utilisation de protection pour la copie en mémoire et le dépassement en fait de mémoire. Voilà. Donc il y a un truc en particulier. Alors ça m'a fait tomber de ma chaise. Et pour l'avoir vécu en fait, donc là il y a beaucoup de ces firmware là qui sont développés en C++. Et du coup, quand tu es dans un langage de si bas niveau, c'est à toi de gérer toi-même la mémoire. Oui. Puisque tu choisis ce que tu alloues, tu choisis ce que tu copies et tu définis un petit peu tout ça. Et si tu fais pas bien, tu pètes. Tiens, voilà, je te montre juste le truc. Donc voilà, Huawei Supply Chain Assessment. Donc le rapport, il est téléchargeable directement sur le site de Finistate. Vous avez tout ça, un bon gros PDF. Ouais, mais enfin, excuse-moi, je te coupe, mais moi, ce qui me, enfin, ok, il y a tous ces chiffres. Est-ce qu'ils citent des concurrents? Est-ce qu'ils ont analysé des trucs des produits des concurrents et alors, voir combien de failles il y a? On va y venir. Ça me gêne un peu, tu vois, c'est le prisme du regardez, eux, ils sont mauvais. Ouais, mais peut-être que tout le monde est mauvais. Enfin... Très bonne analyse, monsieur Segalen, tout à fait, parce que tu vas voir que tout n'est pas si évident en fait dans l'analyse qu'ils font. Ouais. Mais alors, je vais finir juste par détailler la partie de la copie mémoire et des pratiques, parce que ça, c'est un truc assez hallucinant. Alors, c'est un exemple de code. Alors là, vous avez une chaîne de caractères. Dans une zone mémoire, voilà, vous avez un username 12 et vous avez une zone mémoire de destination dans laquelle vous allez le copier. Et manque de bol, elle est plus petite. Et donc là, tu utilises une fonction, tu vois, là, le strcpy, donc il y en a plusieurs comme ça, qui fait juste je copie ma source vers ma destination et il s'en fout de la longueur. Et il vérifie pas que la destination a la bonne taille pour recevoir en fait cette chaîne-là. Et du coup, crac, tu dépasses et tu as du coup ce qui s'appelle un overflow. Et du coup, tu as deux caractères supplémentaires qui sont écrits dans la mémoire plus loin. Et du coup, potentiellement, tu pourris la mémoire d'un autre processus. Alors potentiellement, ça te permet de faire quoi? Ça permet de déborder dans la mémoire jusqu'à aller à écrire des instructions que tu veux qui s'exécutent en fait, ou dire quelle est la prochaine instruction que tu veux qui s'exécute. Donc ça te permet d'échapper en fait au contexte d'exécution de ton programme en cours et d'aller chercher d'autres trucs. Du genre, t'écris plus de trucs jusqu'à te dire, je veux automatiquement me connecter en tant qu'administrateur du système et crac, ça enchaîne là-dessus. Escalade de privilèges, tout ça. Ça ressemble un peu à la SQL injection dans le principe. C'est tu coupes ce que t'es en train, enfin tu fais exprès d'envoyer beaucoup plus que ce que tu peux envoyer, histoire de prendre le contrôle de quelque chose d'autre qui se situe sur la même machine, quoi. Voilà, donc le principe c'est ça. Et alors en fait, ce qu'ils ont fait d'assez dégueulasse quand même chez eux, c'est que ça c'est connu depuis extrêmement longtemps, ces failles-là en C++, tu as énormément de pratiques qui permettent de vérifier ça, notamment quand tu développes, même quand tu compiles, avant de packager tout ça. Et eux, ils ont juste, en fait, enrobé, ils l'ont vraiment mis sous le tapis, puisqu'ils ont, alors là, c'est une autre fonction qui s'appelle le memcpy, donc qui fait de la copie mémoire, donc on est un cran en dessous, on copie pas que des caractères, mais c'est le même principe. Donc en fait, ils ont analysé, donc là dans le firmware en brut, donc l'analyse vraiment binaire du firmware, qu'en fait le memcpy souligné S, tu vois, qui est la version censée être sécurisée, qui vérifie que tu dépasses pas les bornes de ta mémoire allouée, mais en fait c'est juste
un wrapper, donc une encapsulation vers le même CPY de base. Donc en fait, si tu veux, c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'ils ont dit, oui, on n'utilise pas le même CPY, regardez, on utilise le même CPYS. Sécurisé, safe. Et en fait, pas du tout. Ils ont juste enrobé le truc, ils ont dit, regardez, c'est safe. Et quand tu regardes dedans, tu fais, ah, il fait caca dedans, c'est n'importe quoi. Donc c'est vraiment, c'est même pas que de la négligence, si tu veux. C'est que c'est volontairement, ils ont fait de la merde, ils ont fait n'importe quoi. Ah bah, tu prends une paire de pompes Carrefour et tu mets un logo Nike dessus, quoi. C'est un peu ça, tu te dis, regardez, c'est une magnifique Nike, y a pas de problème. Super. Donc c'est vraiment, c'est même plus que des mauvaises pratiques de dev. C'est, je sais pas si c'est sciemment en fait. On peut pas, ils ont pas clairement dit, mais c'est vraiment chercher la faille. C'est n'importe quoi. Bref. Ouais, après il suffit que ce soit un ingénieur qui était mal payé, qui était pas content, et qui était à la bourre. Voilà. Alors, malheureusement. Maintenant, je change de casquette, je vais me faire l'avocat du diable et je vais contrer un petit peu tout ça, les arguments de Finite, de la boîte là, de Finite State. Comme tu le disais, faut faire attention parce que cette boîte-là, en fait, ils vendent aussi leur business. C'est-à-dire que c'est aussi leur business de faire des audits de sécurité sur ce genre d'équipement. Alors, ils sont plus basés sur Internet des objets et tout ce qui est objets connectés. Mais là, ils ont voulu. Est-ce qu'ils ont pas un peu tiré sur l'ambulance, si tu veux, en disant ah Huawei, c'est les méchants, machin, c'est les gros. Parce que si t'as Huawei, t'as toutes les actus en ce moment qui font que Huawei et t'as des suspicions effectivement de backdoor, notamment par rapport à Trump et à l'utilisation d'équipements Huawei sur le sol américain. Oui, puis ils ont découvert qu'il y avait plein de, il y a quelques employés plutôt haut placés dans le groupe qui sont en fait des militaires chinois. Ouais, bon, on va pas revenir sur tout ça, mais il y a toute une polémique, il y a beaucoup de bruit autour de Huawei, donc il y a aussi la volonté de surfer sur la vague et profiter de ça pour se mettre en avant, ce qui se passe, hein, puisque beaucoup de gens en parlent, donc c'est pour ça aussi que je traite la news, c'est pour vous montrer l'autre côté. Et derrière ça, eux, ils sont surtout positionnés sur Internet des objets, pas vraiment sur tout ce qui est équipement réseau, donc il faut faire attention à ça. D'ailleurs, ils sont pas forcément spécialistes en plus. Enfin, ils sont pas vraiment spécialistes. Et il y a un autre truc, c'est que derrière tout ça, il y a tout un enjeu commercial autour de la 5G en ce moment. Donc il y a une vraie guerre commerciale sur les équipements 5G. Et Huawei est parmi les premiers à proposer beaucoup d'équipements réseau 5G. Ils sont en avance. Ils sont en avance sur les autres, mais du coup, ça, c'est le genre de truc qui les traîne et qui va peut-être commercialement empêcher des gens, notamment les Américains, notamment d'aller acheter des équipements Huawei, et du coup ça va dans le sens de Trump. Du coup tu peux faire ce qu'il y a du politique derrière ou pas, il y a beaucoup d'effets d'annonce. Bon. Mais même indépendamment du politique, ça peut être une étude commanditée par un concurrent. Enfin. Tout à fait. Ça peut être également. Il n'y a pas de limite. Huawei a quand même répondu à tout ça, donc ils ont exercé leur droit de réponse, ils ont placardé ça sur leur site, il y a un press release qui a commenté tout ça. Alors la réponse, c'est mi-figue, mi-raisin, parce que ils ont contré plusieurs arguments, donc parmi le premier, c'est que, tu vas voir, les appareils qu'ils ont testés, ils disent, oui, c'est bien gentil, mais ça, c'est des appareils destinés au marché d'entreprise. Ils vont pas forcément être utilisés dans un réseau 5G grand public, ouvert, accessible à tout le monde. Donc ces équipements qui sont peut-être pas sécurisés, mais ils sont dans un réseau d'entreprise qui sera fermé. Donc ça va, ça passe, c'est pas grave. Oh là là, l'excuse en mousse, quoi. Premier argument. Deuxième argument, ils disent, bon là, faites attention quand même, ce sont des tests automatisés qui analysent les binaires directement des firmware, donc ça montre qu'effectivement, à un endroit, il y a une faille, mais ça montre pas qu'elle est exploitable. Alors, c'est pas faux. C'est vrai qu'il y a une faille à un endroit, mais indépendamment du fait qu'elle soit exploitable ou pas, ça montre quand même le niveau de qualité des firmware et des ingénieurs de chez Huawei dans la production de leur firmware. Donc même si la faille n'est pas réellement exploitable, clairement ils n'ont pas dit il y a des failles qui sont ouvertes et accessibles. Bon, à part les utilisateurs que tu peux trouver le mot de passe en clair, mais bon. Mais les failles, notamment de sécurité, elles sont pas forcément exploitables. Ils n'ont pas montré la preuve de l'exploitabilité de la faille. Il n'empêche qu'au niveau de la qualité, zéro. En même temps, on est content de payer notre matos chinois le quart du prix du matos américain ou européen. Tu payes la qualité que tu as, voilà. Voilà, le fait qu'il soit dans l'IoT et pas dans le réseau, ça je l'ai dit. Et puis après, derrière, le fait qu'ils ont dit oui, mais regardez, ils ont testé beaucoup de vieilles versions de firmware, depuis des versions plus récentes qui sont sorties avec des failles toutes corrigées. Mais encore une fois, c'est pas grave, ça met en place des pratiques assez douteuses d'implémentation de chez Huawei. Voilà, donc tout ça, faut quand même vérifier un petit peu par rapport à ce qu'on a dit, hein, les pratiques commerciales, concurrentielles, etc. Et voilà. Et tiens, contre-news en parallèle, que je mets à la suite de ça, il y a Microsoft Security Response Center, qui a du coup recommandé, pour tout ce qui est langage comme ça de bas niveau, il y a beaucoup besoin de performance, d'exploiter plutôt du Rust à la place du C et C++. C'est marrant.
Alors, ils ont fait leur étude et ils montrent qu'en fait, la majorité des failles, tu vois, les CVE, sont liées à des problématiques autour de la gestion de la mémoire. Voilà, donc, tu as 70% en gros des failles d'accès comme ça qui sont liées à des enjeux sur la mémoire. Tous les langages de haut niveau maintenant ont pas ces problématiques-là parce qu'ils gèrent eux-mêmes leur mémoire. C'est pas toi qui vas manuellement gérer la mémoire, donc t'as pas de risque en fait de faire n'importe quoi. T'as pas de possibilité. T'as pas de possibilité. D'ailleurs, ils ont fait un super schéma, voilà. Donc t'as la sécurité du langage et t'as le niveau de performance en vertical. Et en fait, donc C++, c'est ultra méga performant. Par contre, au niveau de la sécurité, c'est à toi de tout gérer manuellement. Et à l'opposé, tu vois, ils mettent Rust qui disent qui est quand même très performant et pourtant au niveau de la sécurité de la mémoire, lui il gère tout seul et du coup t'as aucun risque, beaucoup moins de risques que les autres. Voilà. C'est marrant. Rust, un langage développé par la fondation Mozilla, qui a un petit peu le vent en poupe en ce moment au niveau de ce renouveau de développeurs qui veulent de la perf, mais sans aller jusqu'à faire du C++. C'est vrai que c'est rigolo de voir Microsoft vendre du Mozilla. Voilà, Microsoft vend du Mozilla. C'est pas assez rare. C'est assez rare pour le souligner. Tout à fait. Allez, on enchaîne rapidement. On va parler de Motorola. Donc là, on repart dans les téléphones un peu plus terre à terre, puisque tout est dit dans le titre de la news qui est ici. Le prochain futur SAV de Motorola s'appellera iFixit. Eh oui, iFixit, ce magnifique site qui te met tous les tutos de réparation de tes téléphones, et pas que, des tablettes, je sais plus ce qu'ils font, des consoles, enfin tous les trucs. En fait, Motorola s'est associé à ce site-là, qui est numéro 1 de tout ce qui est réparation de smartphones en ligne, et il va proposer des kits pour réparer toi-même ton téléphone. Voilà. Alors, c'est pas pour remplacer leur vrai SAV, mais c'est pour permettre à ceux qui ont envie de le faire eux-mêmes de le faire plus rapidement, moins cher, plus écologique, et puis ça va dans la mouvance du do-it-yourself. Voilà. Magnifique photo d'un Motorola qui sert absolument à rien, mais surtout tu as voilà, les différents tutos d'iFixit, notamment là, comment remplacer ton digitizer, donc c'est l'interface tactile. Voilà. C'est eux qui font le niveau de réparabilité aussi des composants, c'est ça, du matos. Tout à fait. Et donc là, tu auras des kits officiels de Motorola pour remplacer ta batterie. Donc tu auras l'accessoire, tu auras la pièce de rechange et tu auras aussi les accessoires. Donc tu as vraiment un kit. Le Mediator, tout ce qu'il faut. Tout ça. Donc évidemment, derrière, tu as de la vente de pièces et tout ça que iFixit se positionne. C'est des pièces par contre qui sont des vraies pièces originales, donc tu vas pas acheter des pièces sur magasin chinois qui rentrent pas dans le truc, machin bidule. Mais est-ce que ça éclate ta garantie? Eh ben non, justement. En fait, ils te laissent le choix. Si ah non, carrément. Ici, ils te laissent le choix. Et en fait, ça leur coûte moins cher. Ça leur coûte beaucoup moins cher de le faire par toi-même. Si jamais tu n'y arrives pas, tu peux envoyer l'équipement et du coup, ils prennent en charge la réparation derrière. Voilà. Et ça va derrière une mouvance aussi qui est le prolongement de la durée de vie des téléphones. C'est-à-dire que tu gardes ton téléphone beaucoup plus longtemps en ce moment et du coup, tu vas plus avoir tendance à le réparer, à le prolonger, sa vie, changer sa batterie au bout d'un moment pour lui donner une seconde jeunesse. Voilà. Mais c'est vrai que ce que dit Ubi Ridoff, c'est vrai. Comme le site se mac entre guillemets avec Motorola, est-ce que les notes de réparabilité des futurs Motorola vont être orientées ou pas question. Par rapport, enfin, j'imagine que enfin, s'ils font vraiment un partenariat, il doit y avoir de la thune derrière, forcément. Il doit y avoir un arrangement financier. Est-ce que changer les notes de réparabilité, peut-être pas. En même temps, si Motorola se permet de proposer des kits de réparabilité, de réparation, c'est que déjà ils estiment que le téléphone est réparable par des gens. Mais ils ont déjà des bonnes notes, et pour l'avoir déjà fait, donc moi c'était sur un Nexus 6, c'était relativement bien réparable. Franchement, ça se démonte très très bien. Donc voilà. Alors après, les derniers modèles, je saurais pas dire, mais bon, voilà. Hop, allez on enchaîne, on va parler de véhicules électriques. De chez Harley Davidson, ça fait très longtemps que je la suis cette news, puisque c'était annoncé il y a très 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 longtemps, et maintenant on a beaucoup plus d'informations, ça y est. La fameuse Livewire, donc la moto électrique de Harley, la méga grosse moto de chez Harley, qui est là, voilà, cet engin de mort. Joli. Première livraison prévue en septembre, en France, 235 km d'autonomie, en ville, donc c'est pas mal. Le 0 à 100 km/h en 3 secondes 5, donc ça envoie du lourd. Batterie Samsung SDI, donc c'est des batteries assez connues dans tout ce qui est milieu véhicule électrique. Et là par contre le prix qui fait mal, 33 900 €. Bam. Donc une Tesla, l'entrée de gamme là. Pour le prix d'une Tesla ou même d'une BMW i3, tu peux t'acheter une moto électrique qui envoie du lourd. Donc ça fait quand même énorme, voilà. LimeWire. Est-ce qu'elle a un MP3 qui fait des vroom vroom quand t'appuies sur tu bouges l'accélérateur ou pas? Ouais, il y a un avertisseur sonore. Il y a un avertisseur sonore, exactement, ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est assez violent comme spec et comme tarif, donc encore une fois ça va être limité à certains personnes qui ont de l'argent. Certaines bourses.
Voilà. Bah, Harley est pas connu pour faire des motos accessibles non plus. Enfin, Non, mais une là, Harley, c'est quand même un investissement. Voilà. Motorola appartient à Lenovo, pas à Google. Ça a été revendu. La branche téléphone a été revendue. Google avait racheté Motorola pour récupérer les brevets, Oui. surtout pour se défendre. Ils ont revendu la branche téléphone Ils ont mobile. dépouillé les brevets, ils ont revendu le. Et c'est Lenovo qui a récupéré ça maintenant. C'est ça. Voilà. Allez, on repart dans l'innovation, le futur et la mécanique quantique, puisque on a enfin une première photo d'une intrication quantique. Waouh, ce phénomène de la mécanique quantique qui fait peur à tout le monde, que des gens disent ont beaucoup de mal à comprendre, mais ils ont pu l'observer enfin et en prendre une photo. C'est la première fois qu'on le voit. Voilà, donc on a une photo magnifique, tu vois, pixelisée également, donc une photo rétro. Jolie. Bon, en même temps, c'est tout petit. Voilà, donc c'est pas un duckface d'Instagram qui aurait été pixelisé. C'est des chercheurs de l'université de Glasgow qui ont réussi à créer une expérience pour prendre en photo du coup une intrication quantique. Donc là, il y a 2 photons qui ont été intriqués quantiquement. Donc intriqués, c'est quand on prend 2 particules quantiques, qu'on les met dans un état qui va faire que ils vont être tous les deux en fait dans un état quantique qui sera toujours synchro. Ça veut dire que dès qu'en fait il y a un état qui va bouger à un côté, ben, l'information sera transmise instantanément à l'autre et il va également changer son état. Donc ça permet de faire, on parle de téléportation, on parle de transmission d'informations plus rapide que les vitesses de la lumière, etc. C'est la magie. C'est tous ces sujets-là. Mais derrière, c'est un phénomène quantique qui est connu et qui était jusqu'à présent maîtrisé, mais qu'on n'avait pas visualisé autrement que par expérience ou par expérience indirecte, on va dire. Mais là, tu as une prise de photo directe. Donc ils ont utilisé une caméra qui prend à 40 000 images par seconde, truc assez pas mal. Je pense que les slow-mo guys, là, ils en rêveraient. Et ils ont fait ça dans une pièce à moins de 30 degrés Celsius, dans le noir. Prendre une photo dans le noir, c'est pas mal, hein, voilà. Ah bah j'imagine que c'est en infrarouge, hein, enfin... Et comme c'est en vert. Et voilà, donc c'est la première fois qu'on voit ce phénomène en image, et puis derrière, donc il y a énormément de domaines d'application autour de l'informatique quantique, évidemment, et puis surtout, ils ont créé un nouveau procédé de capture d'images qui vont permettre d'exploiter peut-être d'autres analyses autour de tout ce qui va être phénomène quantique comme ça. Donc à suivre. Ah oui, c'est pas mal ça. 40 images par seconde, comment ils ont stocké ça sur leur carte SD? Quelle vitesse et quelle classe de carte SD ils ont utilisé? Pas mal, pas mal. Mais il y a des caméras à très haut débit en FPS. Enfin, il y a des trucs de fou. Des trucs de fou. Mais je crois que 40 000 images secondes, c'est impressionnant, mais je crois qu'ils sont allés jusqu'à 250 000 ou un truc dans le genre, je sais plus qui ils avaient pris en vidéo un photon qui passait à travers une bouteille de coca. C'est vrai, tout à fait. Ouais, c'est vrai, il y a une séquence comme ça. Il y a pas mal de nouveautés là-dessus en ce moment sur la capture d'images et qui se redéfinit, c'est assez terrible. Mais l'intrication quantique, on est bien d'accord que c'est ce qui fait que on pourrait éventuellement faire des appels synchrones, enfin des appels audio et vidéo synchrones avec Mars, par exemple, si on a une colonie. Et ce serait complètement impossible sans intrication quantique, avec la vitesse de la lumière. Tu peux tirer ça très loin, c'est-à-dire que dans l'absolu, si tu maîtrises le phénomène et à l'échelle, parce que là, tu es sur 2 photons. Ah oui, non, mais bien sûr. Ça suffit pas pour encoder de la voix, si tu veux. Bien sûr. Mais il faut que tu mettes tout ça à l'échelle, et après, si ce phénomène, en fait, reste stable à l'échelle, tu peux l'utiliser enfin, tu peux rêver sur plein de trucs. Oui. Mais on en est encore très, 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 très loin. On sait ça pas. Ça paraît tellement magique. Voilà, c'est magique, mais quand tu as 2 particules intriquées et que tu le fais, voilà, ça marche. Les photons, les électrons, on arrive à le faire. Mais quand tu fais ça sur un truc beaucoup plus gros, bah, pour l'instant, on a du mal. T'as qu'à voir qu'on arrive pas à stabiliser quelques qubits sur un processeur quantique, avant d'arriver à faire un téléphone quantique, c'est pas encore ça. C'est sûr. Mais dans l'absolu, pourquoi pas. Allez, on va passer ça rapidement. Windows 10 qui love Alexa, on en avait déjà parlé plusieurs fois. Vous savez, Cortana s'en va de Windows 10, l'assistant est de plus en plus mis à la porte. Mais en fait, ce que fait Microsoft derrière Windows 10, c'est il ouvre la porte à de nouveaux assistants au sein de Windows 10. Donc ça, c'est pareil, on avait déjà parlé dans la nouvelle version de Windows 10, version de mars 2019, il y avait déjà possibilité de séparer Cortana de la fonction de recherche. Et bien là, maintenant, tu auras la possibilité de rajouter un assistant qui sera à l'écoute, y compris sur l'écran de verrouillage de ton Windows 10. Donc tu pourras dire un dit Bernadette, et qui pourra du coup déverrouiller directement ton appareil, un peu comme tu peux le faire avec les autres mots-clés de déclenchement sur les autres assistants. Donc tu auras du voice match quelque part pour déclencher ça à distance. Donc tu auras ton ordi posé au milieu de ta pièce, à l'autre bout de la pièce, et toi tu lui diras « Eh, vas-y Bernadette, ouvre-moi les volets ». Et ça marchera. Tu veux dire un peu comme avec avec un Amazon Echo. Avec un Bernadette physique. Oui, tout à fait, mais là directement au sein de ton PC. Avec ce truc-là, tout à fait.
Donc bon, et l'orientation que prend Microsoft par rapport à ses assistants vocaux, c'est que ils orientent Cortana vers le business plutôt et l'intégration avec leur plateforme Oui. Office et tous ces outils-là. Et Alexa serait plutôt pour le reste, voire à la maison et tout ça. Ah tiens, elle a déclenché. Il a déclenché. Tais-toi. Désolé. Non, tais-toi. Voilà. Allez, on Du passe coup, tu rapidement. pourras demander à ton PC Windows quel est le prochain stream sur le studio Renegade. Tout à fait. C'est balèze. Voilà, tu pourras utiliser notre magnifique skill Renegade dessus. Placement produit. Allez, du coup, placement produit, c'est ça. De l'assistant à la vue, il n'y a qu'une news. Ouais. Et celle-là, elle est pour toi. Yes. C'est alors c'est un essai clinique qui est réalisé par le Baylor College of Medicine. Je sais, enfin c'est aux US. Je sais pas exactement. Je suis pas allé jusque là. En fait, quand on ne naît pas aveugle mais qu'on le devient, on a un cortex visuel complet qui est correctement entraîné, Développé. Ah, qui est complètement développé et complètement entraîné, et du coup notre cerveau sait ce qu'est une image. d'accord. Donc Tout à fait. souvent quand tu deviens, enfin la plupart des causes de cécité sont dues aux yeux ou aux nerfs optiques. Dégénérescence des nerfs optiques, ouais, tout à fait, ça existe. Exactement. Et du coup, le but de cette recherche, de cet organisme, c'est d'essayer de brancher un flux d'une caméra directement sur le cortex visuel de quelqu'un. Donc, la façon dont ils le font, c'est en fait ils font une grille alors c'est pas des capteurs, du coup c'est une grille d'électrodes qui est implantée directement dans le cortex visuel de quelqu'un, enfin d'un patient. Ils ont 6 patients, je crois. Ouais, c'est ça. Ils ont 6 patients qui sont aveugles mais pas de naissance, du coup, auxquels ils ont implanté une grille d'électrodes de 60 électrodes. Et pour l'instant c'est du tout ou rien, hein. C'est je mets rien ou je mets de l'électricité. Donc c'est faire jour, des nuit. points. Exactement. Donc c'est du noir et blanc, et c'est une grille de 60 électrodes. Donc en termes de pixels, on est sur du par exemple 20 par 30. Donc c'est une Game Boy dans ton cerveau, direct. Exactement. Ah, mais c'est génial ça. Et donc le but, c'est effectivement de faire en sorte d'avoir de rendre une image avec des points. Donc un peu comme on peut avoir des images, enfin des tableaux qui datent qui sont dans le mouvement du pointillisme, tu sais, où c'est les gens qui n'ont peint qu'avec des points de couleur. Ça fait quand même une image. Matrice de points, ouais. Ça fait quand même une image. Du coup, sur ce principe-là, ils veulent créer des matrices. Bon, par contre, pour avoir une vraie image un peu, enfin une image Full HD, bon, on n'est pas une image encore là. 4K, du coup, ça fait petit. Ça fait beaucoup de points, ça fait beaucoup d'électrodes à mettre. Mais toujours est-il ils ont fait leurs essais cliniques et ils arrivent effectivement à convertir une image captée par une caméra en 60 points. Qu'ils diffusent directement dans le cerveau des patients qui font partie de l'essai clinique. Et du coup, ouais, il y a un montage avec des lunettes, il y a la caméra qui est montée sur les lunettes, et du coup ils ont un implant à l'intérieur du crâne, et avec un dispositif de communication sans fil qui va stimuler l'implant. Et ils les ont tous mis devant des écrans noirs dans lesquels ils affichent un écran blanc, et en fait ils leur demandaient avec le doigt de pointer l'écran blanc, le carré blanc au sein de l'écran. Okay. Et la plupart, en fait, il y a un taux d'erreur vraiment très faible. Donc en fait ils sont vraiment, alors d'après ce qu'ils disent bien sûr, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, ils seraient a priori vraiment en train de faire une percée vers la vision assistée par caméra, quoi. Ouais, donc t'as les yeux robotiques. Bah ouais, parce que bon, il y a bien sûr la première application, c'est effectivement pour rendre la vue aux aveugles entre guillemets, mais on peut tout à fait imaginer avoir à terme chacun, même les gens qui voient bien, une grille d'implant, enfin un implant avec une grille d'électrodes dans le cortex visuel pour augmenter notre vue.
par exemple, zoomer à un endroit précis ou rendre quelque chose de plus... Ouais, vu la résolution, pour l'instant, tu vas plutôt Ouais, la bien sûr, non, dégrader. mais une fois qu'ils Ouais, ont quand tu réussi à faire quelque chose d'acceptable en termes de qualité, on va dire. C'est entre l'homme guillemets. qui valait 3 milliards, c'est ça. Lui, il avait Bah, un œil oui. comme ça. Là. Bah oui, mais indépendamment de ça, on est dans une société qui vieillit de plus en plus. Il y a pas mal de problèmes liés à la vue. Je pense à la DMLA, je pense à tout ce qui est glaucome, ce genre de choses. C'est vrai. Et c'est quasiment toujours situé dans l'œil ou dans le nerf optique. Donc, Tu remplaces, tu jettes, tu remplaces. C'est parfait. ouais, leur but, alors même sans forcément jeter, mais le but, ce serait effectivement d'arriver à pallier nos déficiences, entre guillemets, liées notamment à l'âge ou à des accidents. Si c'est moins cher qu'un Oculus Rift, ça vaut le coup de se crever les yeux. Ouais, bof. Je suis pas sûr pour l'instant. Non, Ça va faire mal quand même. Non. Des yeux rayon X, tu vois. Et oui, ouais, ce que dit Hydreliox est assez juste. Enfin, ça rappelle effectivement un épisode de la 3e saison de Black Mirror, je crois, dans laquelle en fait les militaires ont leur vision modifiée. Oh. C'est-à-dire qu'ils ont un HUD en fait. Ils ont, Ah oui, c'est vrai. ils voient tout un tas d'informations sur sur la guerre, enfin sur l'opération qu'ils sont en train de faire. Et en fait, ce qu'on leur dit pas, c'est qu'à l'intérieur de cette modification de la vision, en fait, le camp d'en face, Ouais. il les transforme en monstres. Et ouais. Alors que c'est des humains. Et voilà. Bon, je vous ai spoilé l'épisode, désolé. Mais Ah ouais, oui, du coup, ça pourrait effectivement, à terme, encore une fois, Black Mirror est à fond dans la perversion pessimiste des technos qu'on peut découvrir. Mais moi, je trouvais ça assez hallucinant justement d'avoir la possibilité de commencer, même si c'est vraiment très faible pour le moment, mais de commencer à faire voir quelque chose à des aveugles. Enfin, je trouve ça génial. Bah, ça c'est le côté optimiste, c'est très bien. Non, Moi, c'est je bien. trouve ça génial. Mais franchement, l'article que j'ai lu finissait, enfin non, la vidéo que j'ai vue finissait sur le gars, donc un des mecs. Un des aveugles qui a retrouvé. Exactement, un des patients qui disait qu'en fait, du coup, il avait fait tous ses tests et après les tests, en fait, il s'est retourné vers sa femme et même si ça lui donne qu'une impression très faible comment est le visage de sa femme, il a trouvé quel carré embrassé, c'est bon. Ouais, non mais imagine, le mec, non, il est devenu aveugle à 7 ans. Je rigole, mais donc il n'a jamais vu sa femme. Il sait pas de quoi elle a l'air. Donc si jamais un mec t'arrive à pas réagir à ça. Il a jamais vu ses gosses. Il a jamais vu ses gosses. Ça, par contre, ouais. C'est, enfin, bon. Ouais, c'est vrai, retrouver ça, la sensation de découvrir, ouais. Du coup, moi, je trouve ça beau. Après, c'est loin d'être prêt, mais je trouve ça beau. Ben, après, oui, il y aura des façons de le pervertir. Ah non, ça c'est sûr. Je fais confiance au genre humain pour le faire le plus rapidement possible, malheureusement. Mais oui. Bon, du coup, j'enchaîne sur l'autre news. J'en saute une pour revenir après mieux dessus. Vas-y. Bah, du coup, news, transition parfaite, puisque il y a quelques jours, donc le 16 juillet, Elon Musk a révélé enfin plus concrètement sa startup Neuralink. Alors Neuralink, c'est un projet qu'il avait initié dont l'objectif c'était de se connecter au cerveau et justement de l'étendre ses capacités en même temps que mieux le comprendre. Alors là, ils ont vraiment précisé un petit peu tout ça et comment ils vont y parvenir. Alors déjà, l'objectif de cette présentation, c'est vraiment une conférence de presse. Ils ont clairement dit l'objectif c'est d'aller recruter, d'attirer les profils les plus intelligents pour travailler sur ces sujets-là. Donc viendez dans ma startup, c'est un peu ça. L'objectif plus global en fait de la startup, c'est vraiment de comprendre et de traiter les maladies cérébrales justement, au sens très large. Encore une fois, c'est Elon Musk, on va sauver le monde. En même temps, il souhaite également préserver et améliorer notre propre cerveau. Donc là, clairement, on veut l'étendre, rajouter des fonctions, et puis derrière, voilà, créer un meilleur futur. Alors, on est gentil, etc. Tout va bien. Derrière ça, en fait, se cachent plusieurs choses. Déjà, il y a tout ce qui va être traitement de maladies connues comme cancer, Parkinson, dégénérescence cérébrale notamment. Donc, Alzheimer éventuellement. Alzheimer, tout à fait. Mais également résoudre la déficience visuelle et auditive. Donc, on est en plein dans ce sujet-là. Voilà. Et alors comment ils vont faire ça? Et bien en fait ils ont présenté un petit peu leur procédé. Ils vont justement implanter des électrodes, mais là ils passent un cran plus loin, c'est que contrairement aux électrodes qu'on a l'habitude de manipuler actuellement en science, ils veulent vraiment aller sur des fils extrêmement fins qui vont se greffer dans le tissu cérébral. Alors l'interface brain-machine
comme ils appellent. Donc, ils ont des tissus de l'ordre des fils de l'ordre de 4 à 6 micromètres. Donc c'est un quart de cheveux. Donc c'est vraiment des tout petits trucs. Donc des trucs que tu pourrais implanter directement sans ouverture, entre guillemets. Eh ben c'est parfait, c'est justement ça, c'est que ils disent que le pire en fait dans ça, c'est pas tant d'aller brancher les choses dans le cerveau que de faire le trou pour y aller. Ouais. Parce que actuellement ils y vont à la perceuse quelque part et donc il y a les vibrations et puis il y a tous les débris, il y a tout ça, voilà. Trépanation. Et en fait ils ont développé un robot neurochirurgical qui va lui être capable d'insérer 6 fils par minute en fait dans le crâne directement. Ça correspond à 192 électrodes par fil. Ouais, c'est balèze. Donc c'est pas mal, hein. Donc ça fait... 192 électrodes par fil. Ah non, 6 fils égale 192 électrodes, pardon. Ah oui. C'est quand même pas mal. C'est déjà énorme. Avec 192 électrodes, donc tu peux arriver à faire pas mal de choses, à récupérer pas mal d'infos et envoyer également pas mal d'infos. Et ce robot, donc il est autonome pour faire tout ça, et il souhaite en fait aller un cran plus loin en utilisant des lasers pour aller percer en fait juste le micromètre suffisant, les 4 micromètres suffisants pour juste passer le fil, et du coup aller plus vite et avoir moins de mécanique et en même temps moins de difficulté à traverser le crâne. Donc c'est un truc de fou. C'est Ghost in the Shell, quoi. C'est exactement ça. Bojack Chirac me dit dans la chatroom, c'est exactement ça. Ghost in the Shell, on est tout à fait là-dedans. Voilà, donc ça c'est bien. Donc tu as les électrodes, donc t'es branché dans le cerveau. Derrière ça, bah, il faut relier à la machine. Et donc ils ont une puce neurale derrière qui est celle-ci. Un port USB-C. Ah voilà, tu l'as vu dessus. Donc, sur lequel tu as l'interface quelque part, donc tu as le contrôleur sur lequel tu vas relier tous ces fils, ces électrodes. Et pour le moment, donc ils n'ont pas encore atteint le stade du sans fil. Ils sont branchés avec un câble USB-C qui est là. Tu as la magnifique prise qui est ici. Donc toutes les électrodes sont branchées dans le crâne, tu te retrouves avec ça sur le crâne et tu viens brancher le câble USB-C dessus. Donc tu peux te brancher un MacBook Pro, c'est cool ça. Ah ouais, t'imagines? Tu peux avoir tous les... Ou un iPad Pro. Tous les adaptateurs, tu sais, tu auras plein un flot d'adaptateurs qui te trimballera de ta tête derrière. Tu peux peut-être faire un dual screen. Excellent. Voilà. Donc ils espèrent commencer les tests humains d'ici 2020, mais encore une fois, faites attention aux annonces, les effets d'annonce de Elon Musk. On sait très bien tout le truc qu'ils ont annoncé qui a été repoussé depuis. Oui. Mais et en tout cas, ils sont déjà en train de faire des tests sur des rats de laboratoire. Et ils ont déjà ces électrodes branchées avec cette puce et le câble USB-C sur les rats directement. Voilà. Ils font déjà tout ça. Mais je me souviens quand il avait annoncé Neuralink, il avait fait tout un pamphlet sur le fait que ils allaient bosser sur la transmission d'informations intercerveau. Alors je sais pas s'ils ont viré ce truc-là ou pas. Non, parce que tu sais, il parlait... Ouais, carrément. Il parlait de... trucs, là. Ouais, il parlait du fait que quand tu racontes une histoire, quand tu racontes un passage de ta vie que tu as vécu ou que tu partages une expérience, en fait, pour la partager correctement, dans ses moindres détails, il faudrait des centaines de millions de pages écrites. Oui, pour avoir toutes les sensations, les détails visuels, etc. Carrément. Et non seulement il faudrait que tu les écrives, pardon, mais en plus il faudrait que la personne à qui tu la transmets les lise derrière. Ouais. Donc en fait, alors, il disait que l'un des premiers gros chantiers de Neuralink, ce serait de faire de la transmission d'expérience, de cerveau à cerveau. Boah. Ouais. Ouais. J'avais lu un article à l'époque. Là, le cinéma 4D, on est un cran plus loin, quoi. Bah, surtout que j'avais lu un article à l'époque d'un chercheur en neurochirurgie, enfin, en neurosciences, qui disait qu'en fait, le plus gros problème là-dedans, c'est que nous, on veut faire Elon Musk veut faire de l'interface cerveau-machine. Ouais. Donc, en fait, c'est de la digitalisation d'un signal analogique, déjà de base. C'est électrique, donc c'est des signaux électriques quand même dans le cerveau. Ouais, mais non, c'est pas ça. Le truc, c'est que dans le cerveau, enfin, un cerveau, c'est une machine parallèle, une machine massivement parallèle, oui. Qui traite les informations de façon bien plus lente qu'un CPU. Ouais. C'est-à-dire qu'une information qui passe d'un neurone à un autre, c'est 100 millisecondes. Et du coup, pour pallier au fait que c'est très lent, notre cerveau il fait des millions d'informations dans les mêmes 100 millisecondes, enfin de calculs plutôt, dans les mêmes 100 millisecondes. Le problème c'est qu'un PC ou un CPU, enfin toutes les archis qu'on a à l'heure actuelle, ils font tout de façon séquentielle, rien de façon, enfin très peu de choses de façon parallèle. Le GPU le font un peu, mais ouais, mais c'est pas vraiment de la parallélisation, c'est plus enfin ouais. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Mais pour l'instant, moi, quand j'étais à la fac, on avait des cours de programmation parallèle.
Et le mec nous disait, cherchez pas de machines pour faire tourner vos programmes, elles n'existent pas à l'heure actuelle. Et il nous faisait ce parallèle-là entre le cerveau et le CPU. Et c'est vraiment très distant l'un de l'autre entre guillemets. D'accord, ok. Donc à partir du moment où tu veux connecter un cerveau à une machine et cette machine elle doit renvoyer l'information à un autre cerveau, en fait le mec disait que c'était juste pas possible. C'est juste, enfin, ou en tout cas qu'on en est très très loin. Mais c'est Elon, avec Elon tout est possible. Ouais. Donc, du coup, bah voilà, c'est ce qu'il Il veut finir par nous vendre un lance-flamme connecté au cerveau. C'est ça pour financer ça, exactement. Voilà. Et donc là, il a reprécisé un petit peu les objectifs à plus long terme. C'était effectivement, il reparle de l'IA en fait là-dedans dans ce contexte-là. Donc la conférence est visible sur YouTube hein, si vous voulez la voir. Et il présente aussi que en fait son souhait c'était de pouvoir augmenter le cerveau en le connectant en fait à une IA externe. Oui. Voilà. Parce que, oui, j'avais vu ça aussi. Ouais, parce qu'en fait, il est toujours très dubitatif sur l'IA, il est assez pessimiste sur les usages de l'IA de manière autonome. Par contre, dès lors que c'est pour la greffer sur un cerveau et étendre en fait l'homme, alors là, c'est la fête du slip, on peut tous y aller, c'est génial. Mais d'ailleurs, il parlait de ça, effectivement, c'est du fait que le cerveau a beaucoup de mal à faire du traitement séquentiel très rapide. Ouais. Et que en fait, justement, le but c'était d'avoir l'IA qui fasse tout le traitement séquentiel nécessaire. Et même les recherches sur internet, machin, etc. Enfin, donc en fait, le cerveau commande l'IA sans avoir besoin de parler ou quoi que ce soit, et reçoit l'information directement. T'imagines, t'as tes yeux bioniques là, qui voient méga loin, t'es branché à ton IA derrière qui fait l'analyse de computer vision en temps réel, mais ça y est, quoi, t'es le super-homme transhumanisme, nous voilà. C'est ça. Allez, on va finir sur une news beaucoup plus terre-à-terre, puisqu'on va parler de Free. Et de sa Freebox Delta qui va maintenant accueillir des machines virtuelles. Youpi. Alors la Freebox Delta, c'est la dernière génération de la Freebox, vous savez, le gros truc là, énorme triangulaire qu'ils ont annoncé. Ce machin-là, alors là, il est retourné. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça va être diffusé avec la version 4.0 de Freebox OS, donc qui est le système d'exploitation pour Freebox. Et en fait, donc là, tu te dis, mais attends, c'est un routeur, ok, qui fait NAS, parce qu'il y a quand même pas mal de fonctions dedans, et on va y mettre des VM dedans, mais pourquoi faire, quoi? Ça sert à quoi? Est-ce qu'il a moins les capacités pour héberger des machines comme ça? Et en fait, donc il y a Impact Hardware qui avait fait un démontage en bonne et due forme du Freebox server, qui est ce truc-là, Freebox Delta, pardon. Et ils ont analysé un petit peu ce qu'il y avait dedans, puisqu'on ne connaît pas les specs dans le détail. Et c'est un... Ah, il y a des micros, ouais. Ah bah, et on peut jouer à Doom, et en même temps ça mixe et ça cuit des plats. Bref. Non, donc c'était un processeur Marvell 4 core ARM V8 qu'il y a dedans, donc un petit truc quand même malgré tout, et 2 Go de RAM. Voilà, 2 Go de RAM, Freebox, tu vois, avec des petits tampons Freebox. Mais du coup, c'est une barrette que tu peux étendre, donc tu peux quand même remplacer sortir ça et en mettre plus si tu veux. Tu peux mettre d'autres, c'est de la SODIMM ça. C'est de la DDR4 en fait, mais format SODIMM. Tout à fait, exactement. Tu peux en racheter d'autres et pour 50 €, je crois qu'ils avaient fait l'essai, ils avaient mis 16 Go de RAM, un truc comme ça. Donc t'arrives à le faire. Voilà. Et t'as l'interface de Freebox OS qui du coup rajoute la fonction dans la partie computer, tu vas ajouter une machine virtuelle. Donc, bon, tu peux espérer faire quelque chose avec, mais ça me paraît un peu léger. Je vois absolument pas ce qu'ils veulent faire avec ça. Franchement. Je comprends pas l'intérêt. C'est un ARM 4 core, tu disais, le CPU? C'est un ARM 4 core, franchement... Est-ce que c'est juste une annonce commerciale pour dire vous avez vu, nous on le fait, c'est génial machin? Est-ce que ça va vraiment servir? Moi je vois pas. En fait, même sur des NAS grand public qui peuvent permettre d'aller chercher ça, pour le coup avec des processeurs x86, des trucs un peu plus véloces, tu t'en sers pas, c'est jamais assez puissant pour faire ça. Donc bref. Voilà. Couscous boulette, c'est exactement ça, comme dit Nico Poppy, tu peux tout mettre, elles font tout, c'est génial. Moi, ça me... Enfin, surtout, une VM qui tourne sur une archi ARM, dans tous les cas, c'est limité, non, par exemple? Ah oui, c'est très limité, oui. Oui, et puis pourquoi me prendre une VM complète, donc un OS sur un OS, alors que tu pourrais faire de la containerisation, déjà qui est plus léger, enfin, et puis même, qui va aller faire ça sur son Freebox Delta, je veux dire. Déjà sur un NAS, même ceux qui s'y connaissent, qui sont addicts de la tech et qui vont mettre les mains dedans, faire tourner une VM ou même des conteneurs sur un NAS, faut le voir. Sur un Freebox Delta... Je pense que c'est un complot. Et c'est un partenariat avec OVH pour qu'en fait ils déportent toutes les VM dans toutes les Freebox de la France. Ça doit être ça. Non, par contre, là, ça aurait du sens, en fait, c'est le jour où ils vont virtualiser les box, en fait. C'est-à-dire, il y avait une mouvance comme ça, Orange en avait parlé initialement, mais comme encore une fois n'est pas coutume, ils avaient annoncé des trucs qui sont jamais arrivés, de virtualiser les box, où en fait, ta box, elle est plus physique chez toi, t'as juste une prise,
Et en fait, l'interface et tout ça, toute cette gestion est dans des serveurs, du coup virtuels, dans le cloud. C'est Jean-Michel Cloud. Et Jean-Michel Nuage. si t'imagines que le Freebox OS serait en fait un système d'exploitation à toi, un espace à toi, tu pourrais avoir du coup ta virtualisation de TVM au sein là-bas. Mais bon, encore une fois, qui va utiliser ça? Bref. Allez, on arrête là. Merci à tous d'avoir été si nombreux encore une fois. Merci d'être venu, Pierre, dans cette magnifique chaleur avec tous ces moustiques qui nous accompagnent ce soir. On se fait un peu téter là. Pour nous retrouver, ça se passe sur Twitter. Voilà, Shriskamikas, PC Galen, hop, merci, l'autre côté de l'écran qui est ici. Et voilà, si vous souhaitez nous soutenir, puisque c'est grâce à vous que nous pouvons nous éclairer notamment et accueillir tous ces moustiques avec nous chaleureusement ici. Ça se passe sur tipeee.com/stdrenegade. Voilà, vous allez pouvoir nous soutenir et pour quelques euros, vous allez pouvoir rejoindre la communauté Slack avec nous, discuter avec les meilleurs qui sont ici, voir un peu plus. Vous avez accès au salon VIP avec des annonces en avant-première, des génériques avant les autres, la compilation avant les autres. Ah oui, c'est ça en fait. On va faire une cagnotte prise anti-moustique. Ou raquette, tu sais, on va faire une émission. Mais j'en ai une, moi. Tu les mouchoirs, tu nous en parles justement, c'est parfait. C'est pour ça que Cédric n'est pas venu, c'est pour pas avoir les moustiques, exactement, il avait tout compris. Voilà, si vous souhaitez avoir tout ce qu'on fait comme émission au sein de ce magnifique Studio Renegade, vous allez sur studiorenegade.fr, vous avez notamment demain matin, vous avez l'agenda, /agenda, demain matin à partir de 8h, comme tous les matins quasiment, de la semaine, vous allez avoir Morning Tech Review, avec la revue de tech en coop avec Nelliger et Cédric. Voilà, merci à tous, et à pas la semaine prochaine pour moi, mais peut-être plus tard. Non plus la semaine prochaine. Ouais, ça sent le beat qui saute la semaine prochaine. Allez, ciao ciao. Bye.